Alors chacun peut y mettre beaucoup de choses derrière, mais moi ce que je voudrais dire, c'est que ma conception, c'est quand même une espèce de co-construction. C'est-à-dire qu'on a besoin évidemment des premiers acteurs de la santé, ce sont les patients, les usagers, et on a beaucoup développé en France un système hospitalier, très hospitalo-centré, les grands centres ou autres, et on a eu beaucoup de retard, me semble-t-il, sur la démocratie en santé, c'est-à-dire l'expression des patients et comment ils nous permettent de faire évoluer ce système. Il faut qu'on recueille d'abord leurs remarques. Moi, je m'intéresse beaucoup au cancer et on a vu le rôle des associations dans les cancers, par exemple, ça a été majeur. Dans les soins de suite ou autres, ce sont les associations qui l'ont porté. Donc, ils ont des choses à dire au milieu médical qui a été historiquement très fermé sur lui-même en France, avec une vision très élitiste, j'allais dire, de la médecine, alors qu'on a besoin vraiment de remonter de terrain. On le voit de plus en plus tous les jours. Oui, c'est une longue histoire, hein, de toute façon. C'est accepter la parole et les droits des usagers de la santé, des personnes atteintes de pathologies. C'est comment, effectivement, ces personnes-là ont un droit de parole. Et l'évolution de ces droits-là s'est fait par des crises successives. En remontant dans les années 80 avec le VIH et le sang contaminé, on a vu des associations monter au créneau pour contester effectivement le savoir et la mainmise des professionnels de santé et aussi de la structuration du système de santé. Derrière, c'est créer des collectifs, des états généraux des droits des patients en 99 qui a abouti à cette loi dite des droits des patients, le 4 mars 2002. Alors d'une façon un peu simpliste, on peut dire qu'effectivement, jusque-là, on n'avait pas de droit, donc on n'était pas reconnu. Donc c'est la reconnaissance qui existait des patients. Et je trouve que c'est une chose extrêmement importante, que dans ce système de santé qui se veut être humaniste, prendre soin des gens, pas simplement d'une maladie ou d'un organe, mais prendre soin des personnes, et bien que ces personnes-là aient droit à la parole, d'une façon structurée, effectivement. Et les 20 ans qu'on vient de passer, 25 ans qu'on vient de passer, montrent bien la nécessité de ce dialogue, parfois un peu conflictuel, mais de ce dialogue qu'il doit y avoir entre l'ensemble des acteurs, professionnels de santé et usagers de la santé, pour améliorer le système. Eh bien, pour être honnête, pas tant que ça. Parce que j'étais dans le libéral, dans un cabinet de groupe ou autre, et un peu le nez dans le guidon, si j'ose dire. Et le fait d'avoir été élu député m'a obligé à avoir une réflexion sur le système de santé en général. Et comme j'étais président aussi du groupe d'études de cancer à l'Assemblée, j'ai beaucoup côtoyé les associations. Et l'apport des associations m'a sauté aux yeux, si j'ose dire. Ça a été une évidence. Et ils expriment toujours un besoin qui peut faire contrepoids à une certaine vision, comme je disais, hospitalo-centrée ou autre, qui est absolument nécessaire et indispensable. Donc c'est en prenant un peu de recul, parce que moi dans ma pratique, je n'étais pas hospitalier ni rien, donc il y avait peut-être moins d'importance, bien qu'on peut aller aussi sur la médecine de ville, et il faudra y aller. Il faudra y aller, parce que nous sommes face quand même à de gros problèmes dans le système de santé, on pourra y revenir. Donc c'est surtout de prendre de recul qui m'a montré ce besoin, et les apports qui ont déjà eu lieu, hein, très conséquents, je crois, de cette démocratie en santé. Je partage l'analyse du médecin à cette époque-là. Le colloque singulier n'a pas été fondamentalement transformé. On sait très bien que de toute façon, le patient est toujours en position de faiblesse, quel que soit son rôle et ses connaissances. Avec le médecin, bon, il y a eu peut-être un peu plus de dialogue ou un peu plus de confrontation dans la mesure où certains patients ont demandé, particulièrement à l'hôpital, leur dossier médical, la grande enveloppe qui se promenait sur les chariots. À cette époque-là, ça avait été quand même un point de tension. Mais ces droits individuels, ça s'est fait relativement... C'est plutôt les droits collectifs qui, effectivement, au niveau national, ont pesé de tout leur poids. C'est-à-dire l'arrivée de ces associations de patients qui réclamaient une place dans l'évolution du système de santé, avec des structures collectives, dans les hôpitaux, avec la commission des usagers aujourd'hui, qui s'appelle la CRIPC, etc., etc. Mais, donc, c'est plus dans le cadre politique et de l'organisation du système de santé, avec ses droits collectifs, que ça pesait. Que sur la relation patient-soignant. La relation patient-soignant,
tout le monde dira, mon médecin, je le connais, je lui fais confiance, on discute plus ou moins, il en prend un peu de temps, etc., etc. Donc là, les choses se sont passées beaucoup plus facilement dans l'évolution de la représentation, même s'il y a eu quelques tensions. C'est plus au niveau collectif et politique qu'il a fallu évidemment peser de tout notre poids dans comment nous rentrons dans les établissements de soins, que nous rentrons effectivement dans les conférences régionales de santé, etc., pour pouvoir peser là aussi de tout notre poids. Ça a été plus dur là, à certains moments. Les droits individuels, je crois qu'on a fait quand même des progrès, c'est-à-dire prendre en compte le patient, ses demandes d'abord, une transparence, les dossiers médicaux ou autres, ça a été dit, bien évidemment, respecter la personne, c'est très important. Mais ça a été l'évolution majeure, ça a quand même été en effet dans les droits collectifs, parce qu'on a vu vraiment tous les apports des associations de patients, moi me semble-t-il, et à tous les niveaux, dans la recherche, parce qu'ils ont leur mot à dire sur dans quel sens on doit aller, qu'est-ce qui est plus important pour nous, comment on doit appréhender donc ces pathologies et comment faire de la recherche, dans toutes les évolutions des traitements, et on le voit actuellement toujours dans les cancers, dans les soins à domicile maintenant. On va faire de plus en plus même de la chimiothérapie à domicile, et donc le recueil de ces données, aider d'abord les patients, parce qu'il faut aussi les aider non seulement psychologiquement, mais dans le quotidien, j'allais dire, et donc faire remonter quels sont le vrai vécu des patients. Ensuite, même dans la recherche, on a besoin maintenant de recueil de données de plus en plus. C'est les data, tout ça, pour faire évoluer, il faut ce recueil-là. Les associations sont irremplaçables. Et puis, dernier point, on est le 3e pays, je crois, pour nos dépenses de santé. Donc, ça veut dire qu'on est quand même pas loin d'un certain plafond. Tout juste devant nous, il y a l'Allemagne, après il y a les États-Unis, mais on ne compte pas, c'est un autre système. C'est hors concours. Oui, c'est hors concours. Ça veut dire quand même qu'on a une responsabilité financière, économique, en tant que député. Et donc, en dernier recours, en dernier ressort, eh bien, on doit recueillir aussi la parole de la population. Il faut qu'il soit partie prenante, parce que pour accepter un niveau de dépenses, et peut-être avec le vieillissement de la population, on aura besoin peut-être de plus, ou autre. On a devant nous un vrai mur. Bon, bref, c'est bien que ça soit d'en haut, il faut que ça remonte d'en bas, si j'ose dire. Quoi. Il faut que le ressenti, et qu'on réponde donc aux vraies aspirations dont ont besoin les Français. Oui, ça se fait par étapes. La première étape était cette reconnaissance, et cette reconnaissance par le législateur, qu'on devait jouer un rôle. Donc, ça a été plus ou moins imposé, mais petit à petit, il a fallu évidemment trouver notre place et créer les conditions d'un dialogue, même parfois un peu plus tendu. Mais aujourd'hui, on considère qu'effectivement, dans le cadre législatif, on a obtenu bon nombre de positions, de places, et aujourd'hui, le législateur, ou tout ce qui se crée, dans la composition de commissions ou d'agences et autres, n'oublie jamais la représentation des usagers de la santé, c'est acté, c'est écrit. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, effectivement, reste à nous, et ça c'est pour nous, c'est comment cette représentation des usagers passe plutôt à de la participation des usagers. Donc on a gagné la représentation, maintenant il nous faut gagner la participation. Et pour cela, il faut qu'on travaille effectivement sur la compétence de nos représentants, de nos participants, pour qu'ils puissent apporter effectivement cette représentation collective, cette réflexion collective, à déplacer la vision médicale et de soins que peut avoir notre système pour aller vers plus un système de santé et de prendre la personne dans sa globalité avec son projet de vie, comment on accompagne une personne à être un véritable citoyen dans son projet de vie, pas seulement effectivement soigner un organe qui est déficient, etc. On ne soigne pas un diabète, on ne soigne pas un cancer, on soigne une personne atteinte d'un diabète, on soigne une personne atteinte d'un cancer qui a un projet de vie et comment on l'accompagne. Et je trouve qu'effectivement, vous avez parfaitement raison, aujourd'hui le nouveau rôle des associations de patients, hier c'était de rentrer en confrontation pour pouvoir être reconnu, aujourd'hui c'est de rentrer dans la co-construction. C'est de dire on est là capable de vous apporter des visions nouvelles,
effectivement, dans le cadre de véritables systèmes de santé, qui doit répondre à nos besoins sociétaux. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il nous faut travailler et qui est devant nous, mais sur lequel c'est important que le milieu associatif, créé par la loi collective, celui que nous représentons, mais aussi les associations thématiques, soient en capacité de pouvoir être ces co-constructeurs du nouveau mode de fonctionnement du système. Je suis absolument d'accord. Et donc ce qui est sous-jacent à ce qu'il vient de dire, c'est bien évidemment la compétence qu'il y a derrière et donc la formation. Tout à fait. On en parlera après, mais évidemment, c'est là où il faut passer des paliers. Malheureusement, oui, quelque part. Alors là, on est vraiment sur une période très particulière. Donc, PLFSS, on y est, en fait, c'est le financement de sécurité sociale. On est le nez dedans et on n'a pas assez de recul, entre guillemets, parce qu'il faut faire face aux échéances rapidement et que le gouvernement négocie de son côté, enfin, il y a des avancées ou autres. Il faut quand même un peu de recul parce que ce qui est derrière tout ça, c'est qu'il faudra quand même avoir une réflexion globale sur notre système de santé. Et là, on n'y est pas encore. Et moi, je suis persuadé que c'est là où le rôle vraiment complet des associations, des patients ou autres peut essayer d'être reconnu bien mieux, mais il faut avoir cette vision-là. Pour le moment, on n'est pas là. Alors, ce qu'on demande actuellement à l'Assemblée, il y en a beaucoup qui discutent là-dessus, mais nous sommes soumis à des lois de financement qui sont annualisées, c'est comme ça, c'est dans notre constitution, c'est annuel, voilà. Ce qu'on demande, c'est d'essayer d'avoir une vision au moins sur 3 ans. On en a parlé avec le nouveau ministre, hier c'était en commission, pour essayer d'avoir une vision pluriannuelle. C'est facile à comprendre, hein, ne serait-ce que pour certains investissements, les hôpitaux ont besoin d'avoir une certaine vision ou autre. Bon, il faut faire ce travail-là, ce qui nous permet de prendre un peu de recul et de nous dire mais vers quel système de santé on veut aller. Exactement. Tandis que là, franchement, on est un peu le nez dans le guidon, on n'a pas encore ce recul-là, en tout cas on n'a pas toutes les discussions qui pourraient nous amener à cette évolution. Oui, on touche aujourd'hui quand même le bout du système. Et effectivement, depuis trop d'années, on ne regarde ce système de soins que du côté financier. C'est des dépenses. En fait, le système de soins et surtout le système de santé que l'on devrait créer devrait être un formidable levier de développement économique. Mais bon, on est là. Et on est au bout du bout aujourd'hui de ce système-là. On voit bien qu'on met quelques emplâtres, qu'on va prendre 5 € à l'un et à l'autre. Le plus souvent, on les prend évidemment aux usagers de la santé, c'est plus facile, mais on voit bien que de toute façon, c'est pas ça qui va résoudre le problème. Et donc, comme vous, et nous le portons depuis quand même pas mal d'années, cette volonté d'une réforme structurelle du système de santé qui impose aussi une réforme culturelle. Parce que structurellement, on peut changer les choses, mais culturellement, si on ne change pas effectivement le regard des professionnels de santé, qu'ils soient libéraux ou qu'ils soient établissements de soins, si on ne change pas culturellement le regard, y compris la formation initiale, ben on aura du mal effectivement à gagner cette révolution qu'il nous faut mener. Toujours en respectant ces valeurs d'humanité et d'humanisme qui doivent être effectivement celles qui ont fondé notre système social et sanitaire. Donc nous, on porte ça. Oui, on a beaucoup demandé à ce qu'on ait une loi de programmation, alors après les mots, peu importe, mais avec une vision à moyen et long terme, avec des revoyures effectivement régulières, évidemment, que ce soit sur les dérives budgétaires, mais que ce soit aussi sur les avancées de transformation qu'il faut mener. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des mots qu'il faut bannir de notre société, et je trouve que c'est bien, parce que ça montre une certaine évolution, c'est les mots de coercition et d'imposition. On n'arrivera pas à imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Et on le voit bien, les réactions que ça peut avoir. Donc je pense que c'est dans une vision de co-construction qu'il nous faut aller, et je trouve que le milieu associatif a un rôle éminemment central à jouer. On doit être, nous, en capacité de pouvoir nous confronter à certaines visions extrêmement libérales d'une médecine. Il faut qu'on soit en capacité de pouvoir se confronter aussi à une vision industrielle du système de santé, etc. C'est quand même nous les acteurs centraux. Et de pouvoir nous avancer effectivement vers quelque chose qui soit gagnant-gagnant
pour tout le monde. Il faut reconnaître les revendications des uns et des autres. Mais il n'y a que comme ça qu'on avancera. Et si évidemment on se continue à avoir ce couperet tous les ans d'un PLFSS qui ne regarde que les finances et pas la qualité, eh bien on va détruire petit à petit ce système fondé sur la solidarité et la répartition, et ça c'est quand même dangereux. Je crois que le bilan a été tiré. En effet, il y avait quand même des urgences, entre guillemets, à résoudre dans les fonctionnements. La démocratie en santé, c'est aussi mis en place par les ARS, donc c'est une structure qui n'est pas si souple que ça. Moi, je l'ai vu sur le terrain, parce que j'ai à la fois un hôpital et une clinique qui ont mis en place des échanges entre médecins, on va le dire comme ça, très rapides ou autres, pour répondre immédiatement aux besoins. Et là-dedans, en effet, la démocratie en santé, disons que ce n'était pas la priorité. Je crois que le bilan en a été tiré. Il y a eu en effet des éléments. Moi j'ai regardé, non-respect du secret médical parfois, des manques de transparence aussi, bon bref. Mais il y avait une nécessité qui faisait loi. On a pu voir que le système, quand il est trop piloté, parfois ça entraîne des retards et des complexifications. C'est là-dessus. Sur le côté positif, c'est de dire qu'on doit pouvoir fonctionner entre guillemets plus légèrement, parce qu'on a un système de santé qui est quand même très lourd, avec les ARS qui pilotent, c'est très descendant, alors que nous, ce qu'on veut, c'est de la co-construction, donc c'est quoi? C'est aussi des choses qui partent du terrain. Bon, là, le Covid fut une période particulière. On en tire les conséquences, ça a été tiré, ces conséquences. Il y a aussi absence de lisibilité dans les mesures, c'est vrai parfois, discrimination envers certains patients, confinement, isolement. Bon bref, c'est vrai que ce fut une période, mais dont on peut tirer, comme toute période de crise, des enseignements, me semble-t-il. Mais la fluidité, parce que je crois que la lourdeur, ça entraîne aussi des frais en plus quelque part. Donc si on peut, entre guillemets, alléger, mais aussi mieux prendre en compte après, parce que ce sont les droits individuels là, qui ont souffert parfois. Oui. Hein. Et donc, je crois qu'on peut aussi en tirer des enseignements et mieux faire là-dessus. Oui, je pense qu'on était dans un état d'urgence. Et l'état d'urgence a fait qu'on a balayé la démocratie, pas simplement la démocratie en santé, la démocratie tout court. Donc à partir de là, forcément, que derrière la sidération, il y a eu des prises de décision, et bon, on ne va pas accuser ceux qui les ont prises, etc., etc. Je pense que ce qui est important, c'est aujourd'hui, avec le recul, c'est d'analyser là où on peut apporter une amélioration, se dire que demain, on aura une autre crise qui sera peut-être différente, mais on aura une autre crise, c'est sûr, sanitaire, on en aura, hein, pas de faire d'illusions. Comment on va tirer la leçon de ces crises sanitaires? Et je crois que pas besoin de légiférer en permanence sur tout et sur rien, c'est de se dire qu'effectivement, si nous arrivons à avoir ce côté relationnel, ce travail constructif qu'on peut avoir dans les établissements, et j'espère qu'on parlera aussi dans le cadre du libéral sur les territoires, eh bien que même dans une période d'urgence, il faut savoir retisser des liens avec l'ensemble des acteurs qui permettent effectivement la démocratie sur le territoire ou dans les établissements. On pourra toujours critiquer ce qui s'est passé, et effectivement, certains ont su retisser des liens, mais parce qu'ils étaient déjà établis en amont, et qu'on a pu retravailler d'une façon assez on a beaucoup développé ce qu'on dit les consultations à distance, hein, le webinaire, les coups de téléphone, etc. Ça s'est beaucoup développé. J'ai un exemple fort, effectivement, ce qu'on me disait toujours, qu'on ne pouvait pas faire des consultations à distance, notamment sur une pathologie chronique bien établie, etc. On me disait non, c'est pas possible de faire des consultations à distance. Je dis, pourtant, vous me faites faire 800 km quand même, on pourrait voir. En 8 jours, on a mis en place la plateforme de consultation à distance. Et ce qui est marrant, c'est pas encore 8 jours qu'on a mis en place, c'est que les médecins, que je suis allé interroger effectivement, je leur ai dit alors qu'est-ce que vous en pensez? Ils étaient enchantés. Ne parlons pas des patients qui étaient encore plus enchantés. Donc on voyait qu'on avait une satisfaction. Donc, une crise, ça a toujours du négatif et du positif.
travaillons sur ce positif pour effectivement continuer à avancer. Tout ce qui a été numérique, tout ce qui a été donné de santé, tout ce qui a été effectivement mis en place à ce moment-là, eh bien, il faut savoir l'analyser et savoir continuer à travailler là-dessus. Mais encore une fois, ce n'est que dans un dialogue constructif qu'on y arrivera. Il y a un vrai problème sur lequel on se penche depuis 2017, parce que c'est une vraie demande, mais qui n'est pas simple. C'était il y a 20-30 ans qu'il fallait anticiper l'évolution de la santé. Et ça n'a pas été fait. Donc, il faut qu'on fasse plus de médecins. Nous sommes déjà à 60% de plus, je crois, dans les études médicales, mais ça a une certaine élasticité. On verra l'efficacité d'ici 10 ans, on va dire, minimum. Et puis, il y a une évolution forte dans la pratique médicale des jeunes médecins, par exemple. Moi, je le vois. J'ai travaillé, j'étais un des premiers dans un groupe médical. Je me suis installé en 84. Il y en avait très peu. Maintenant, les jeunes s'installent dans des groupes médicaux, alors qu'on appelle maisons de santé, pluridisciplinaires, bon bref. Je fais bref, mais ça veut dire qu'à partir de là, il y a une organisation qui se met en place beaucoup plus intéressante. Et du coup, la démocratie en santé pourra se transporter aussi quasiment au plus près. Quand on est un médecin installé tout seul face à sa clientèle, bon, les droits individuels, très bien. Après, sur le reste, voilà, on est limité. Dès qu'il y a une structure un peu, je crois qu'on peut avoir de vrais échanges intéressants. Il ne faut pas que les médecins ne soient que le nez sur leur pratique tout le temps, et donc il faut un peu de temps médical, ça demande aussi, mais les jeunes sont peut-être plus perméables quand même, moi je le vois, plus sensibles, ils utilisent aussi plus facilement des nouveaux produits, entre guillemets, comme l'IA et tout le numérique, qui va aussi révolutionner peut-être une partie, en tout cas, des rapports. Et je crois que le numérique peut répondre à certains éléments et données. Et puis après, on a fait aussi ce qu'on appelle la délégation de tâches, parce que quand on parle justement, dans ce groupe-là, par exemple, il y a une infirmière azalée qui conseille les diabétiques sur... Et le médecin n'a pas beaucoup de temps actuellement. Moi, je le vois, les salles d'attente sont pleines. Donc, c'est bien que ces délégations, entre guillemets, de tâches, moi je suis pour, se mettent en place. Infirmières de pratique avancée, donc les infirmières azalées. Je crois que tout ça, c'est nécessaire. Et justement, le fait qu'il y ait ces regroupements, ça permet cette mise en place plus facilement. Tout à fait. Ce qui est assez positif et qui peut être une petite flamme d'espoir, c'est que tout le monde fait la même analyse aujourd'hui. Et qu'effectivement, on voit bien aujourd'hui que le futur de notre système de santé sera collectif. Nous, on parle d'équipes traitantes sur le territoire. Après, effectivement, il peut y avoir des divergences sur la composition de l'équipe, le jeu de l'équipe, le capitaine de l'équipe, etc., etc. Mais même les plus fervents d'une médecine libérale ont compris aujourd'hui qu'ils ne pouvaient plus travailler tout seuls et qu'il fallait qu'ils travaillent en équipe. Donc ça, c'est déjà un bon point. Et que là-dessus, il faut évidemment engranger. Cette porte d'entrée dans le système de soins qui a toujours été par le médecin traitant, et qu'on a renforcé, médecin de famille, puis il y a eu le référent et le médecin traitant, je crois qu'il faut l'ouvrir. Et qu'effectivement, on doit avoir une équipe de premier recours sur un territoire donné qui doit être en capacité de pouvoir accueillir tous les maux X des citoyens qui sont sur un territoire donné. Et effectivement, l'outil numérique qui permet ce lien entre l'ensemble des professionnels doit leur permettre d'être à jour et avoir un dossier médical de tout le monde, etc. Donc c'est pas une vision de l'esprit, c'est déjà matériellement concrétisé. Ce qui est difficile à installer, c'est effectivement cette nouvelle structure, parce que ça nécessite une transformation culturelle, quoi. Et comment? Alors, vous parlez de transfert de compétences, nous on parle de partage de tâches, de partage de compétences. Et de dire que c'est plus le matin, je te dis pas à toi d'aller balayer, toi d'aller faire ceci, d'aller faire cela, mais chacun a ses compétences qui s'additionnent et qui font effectivement un jeu d'équipe beaucoup plus incisif et beaucoup plus pertinent et performant. Sauf que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est effectivement cette volonté politique de favoriser, non pas d'imposer ou non pas de sanctionner,
mais de favoriser effectivement ces nouvelles organisations. Ce qui nous manque effectivement aussi, c'est la composition de l'équipe. On a un décret qui vient de paraître après des mois et des mois d'attente sur les infirmières de pratique avancée. Sauf que des IPA, c'est l'Arlésienne. En libéral, on les compte. Il n'y en a pas. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc comment effectivement on crée, et c'est là où il faut faire un travail d'attractivité de ces nouveaux métiers, pour qu'on crée effectivement des IPA, des infirmières, des aides médicales. Donc tout un staff dans cette équipe qui doit fonctionner. Parce qu'effectivement, et c'est tout à fait normal, le médecin ne peut plus faire 80 heures et recevoir tout le monde, etc., etc. Donc il y a tout un travail à mener. Mais moi je trouve ça assez bon, ce côté un peu positif, cette lueur d'espoir, c'est que même les plus farouches du monde libéral disent aujourd'hui, oui, il faut travailler comme ça. Mais après, bon, c'est tous les patrons, etc., etc. Ok. Mais derrière ça, on peut construire quand même de nouveaux modes, et y compris de nouveaux modes de financement, avec la capitation, avec d'autres visions. Il faut que ce premier recours prenne conscience qu'il a une mission de santé publique. Et là, on aborde le côté prévention et éducation à la santé. Et si cette équipe-là sur le territoire a une mission de santé publique, c'est-à-dire elle doit être, elle, à la mise en œuvre de campagnes, d'actions, de prévention, de veiller à la bonne santé des concitoyens et des citoyens sur ce territoire-là, ben effectivement, ce n'est pas de la consultation. C'est un autre mode de rémunération qu'il faut inventer, envisager et prendre. Après, il y a tout le suivi des pathologies chroniques. Le vieillissement de la population, comment on suit les personnes. On a le programme IPOD qui est de chez nous, donc on peut le vanter, mais qui est devrait être aujourd'hui au niveau national et même international, qui est un magnifique programme de suivi à distance des personnes qui vieillissent. Voilà. Tout ce suivi des personnes chroniques, là aussi, c'est sur des parcours étudiés avec les personnes, mais aussi les représentants des usagers, etc. Et qui, là aussi, je ne vois pas la rémunération à l'acte comme étant le plus pertinent des actes de rémunération. Restent les mots urgents, voilà, non programmés, j'ai mal au coude, je veux voir, etc. Et donc reste ce service d'accès aux soins, c'est SAS, qu'on a créé. Il ne nous manque pas grand-chose dans ce pays aujourd'hui. Alors c'est un peu diffus, hein, le PULS il n'est pas bien organisé, mais on a plus ou moins les choses, avec ces PTS, etc., etc. Comment arrivons-nous à avoir une véritable vision politique portée par un vrai pouvoir politique pour pouvoir engager cette transformation-là, qui n'ont pas nécessité grande révolution, mais structurelle, mais culturelle certainement. Ouais. Moi je suis assez optimiste, pas à court terme, soyons clairs. Pour plusieurs éléments. D'abord parce que ça y est, il n'y a plus de numerus clausus, il y a une très forte augmentation du nombre de médecins. Mais moi je vois fonctionner, je remplace encore un petit peu, je vois fonctionner les jeunes médecins qui sont quand même très ouverts la plupart. Alors, il y a deux types de médecins, j'allais dire. Ceux qui se destinent vraiment à l'exceptionnel, aux soins particuliers, en CHU ou autre. Voilà, et là, la compétence très élevée, des choses très pointues, et d'autres qui sont très ouverts sur justement le soin à la population, oui. Faire attention. On a vu un regain de la médecine générale dernièrement. La médecine générale, c'est quand même la médecine de premier recours, et en particulier dans la campagne. Il y a eu un regain, alors pas suffisant, mais les jeunes se sont retournés un peu vers la médecine générale, d'abord parce qu'on l'a reconnue comme une vraie spécialité, et je peux vous dire qu'actuellement c'est très difficile d'être médecin généraliste pour avoir des compétences qui sont dans le champ complet de la médecine, c'est quand même simple, il faut savoir aussi travailler en réseau, et donc les jeunes, ça, ils sont plus ouverts là-dessus, parce que justement, on ne peut plus tout savoir, il faut avoir des correspondants, il faut savoir comment, et puis donc s'appuyer sur des gens qui sont indispensables dans une équipe, même si le médecin restera, parce que toujours dans l'imaginaire, le chef d'équipe, on va dire, mais il doit s'entourer, même dans une équipe, si vous n'avez pas celui qui marque le but, vous n'êtes pas là, et si vous n'avez pas de défenseur, ben vous prenez des buts.
moi, je crois que les gens ne sont plus ouverts à ça. Moi, c'est ce que je vois. Alors, on a été très longtemps sur la compétence ultime, les spécialistes dans les CHU ou autres. Ça a été le modèle très hospitalo-centré avec les CHU. C'était la loi Debré, je crois. Oui, Debré. Voilà. Et ce qui ne nous a pas permis de développer une vraie vision de la structuration de la médecine de base, j'allais dire, entre guillemets. Et d'ailleurs, ce qui fait que souvent nos hôpitaux sont embolisés quand même, parce qu'on a délaissé la médecine de ville. Il y a des pays où ils ont fermé des hôpitaux parce qu'ils ont développé des structures locales. Il y a des choses très intéressantes qui se font. Il y a l'enseignant en médecine générale de Toulouse que nous avons reçu. On a des cercles de réflexion à l'Assemblée autour de ça. C'est vraiment des centres avec multispécialités, des généralistes qui mènent des multispécialités. Mais là, les gens n'ont pas besoin d'aller à l'hôpital. Ils trouvent localement des choses, voilà, des compétences avec des psychomotriciens, même des psychologues. C'est-à-dire tout un panel et de terrain. Donc, tout ce maillage-là serait très utile. Donc, on n'a pas poussé encore la réflexion, mais il a raison, beaucoup de choses se font. Ce qui nous manque, voilà, c'est peut-être une vision, et nous, on porte évidemment cette loi de programmation à moyen terme, parce qu'on pense que c'est ça qui va donner l'impulsion. On ne va pas être déçu, mais il manque cette impulsion politique, peut-être par la création d'une loi qui pourrait peut-être permettre d'accélérer un petit peu cette transformation-là, avec évidemment un modèle économique qui puisse répondre à nos besoins, mais aussi à la nécessité d'un équilibre. Et malheureusement, je ne sais pas, moi depuis 2 ans, j'ai eu combien de ministres de la Santé. Non mais l'instabilité, c'est compliqué. Non, mais parce que pour porter une vision telle qu'il la demande, il a absolument raison. Il faut l'avoir. Après on discute, il faut qu'on se mette au point avec les associations, avec les gens, avec les professionnels et tout. Mais on le voit bien qu'on est au bout. Et malheureusement, notre système politique, avec tous ces changements, n'est pas propice à cela. Il faut bien se le dire. Voilà. Alors nous, on fait ce qu'on peut, on essaie de porter des choses, les ministres aussi, quand ils passent. Mais d'abord, ils doivent signer les décrets qui n'ont pas eu le temps d'avoir été signés, donc il faut rattraper tout le retard. Ils sont après sur l'annualité du PLFSS, ça prend beaucoup de temps. Et après, seulement, une fois que tout ça est fait, ils peuvent avoir une réflexion plus large. Alors, il y a des continuités ministérielles aussi, mais bon, il faut, à un moment, il faut, ce qu'il disait, une volonté politique pour le porter. Je trouve qu'il a raison, c'est un peu un pulse qui était très utile. Par exemple, les CPTS, ce sont les professionnels qui s'organisent sur le terrain et qui peuvent faire remonter leurs besoins. Ils font des projets qui sont après financés par l'ARS et parfois, il y a des endroits, et même de plus en plus, où ça marche très bien. Parce qu'en effet, on était jusque-là dans des modèles très descendants, c'est-à-dire le ministère, les ARS, et puis vous faites ce qu'on dit. Voilà. La pyramide, évidemment. Donc il y a des choses intéressantes, il y a les CTS, où il y a plus de concertation avec les usagers, avec les associations, avec les élus locaux qui représentent aussi les usagers. Et puis, moi je peux vous dire, je le vois sur le terrain, maintenant les collectivités prennent en compte la santé jusqu'à il y a peu, jusqu'au Covid. C'était pas vraiment, c'était pas le problème. Exactement. Il y a une pression, aujourd'hui, il y a une pression des habitants, des Français qui demandent, et les collectivités donc s'y mettent. C'est un peu émietté, c'est compliqué de s'y retrouver. La simplification, c'est toujours compliqué. Voilà, la simplification est compliquée. On a des outils en place, il faudra que ça fonctionne mieux, y mettre un peu d'huile, laisser un peu parfois d'autonomie. Après le Covid, beaucoup ont remis en cause le rôle des ARS, mais ils peuvent avoir leur utilité, bien évidemment. Hein. Il faut quand même que, d'abord, les budgets passent par eux, il y a une vision, il faut un moment centralisé quand même pour avoir une réflexion territoriale dans une grande région. Moi, je suis Aquitaine, je crois que c'est la plus grande région de France. Voilà. Ça a quand même une nécessité. Bon, revoir un petit peu les rôles, mais je pense qu'il y a un vrai... voilà. Donc, on a essayé de mettre des outils. On a mis des outils qui avaient leur logique, chacune, à essayer maintenant une cohésion d'ensemble. C'est ça, il faut maintenant peut-être préciser les missions de ces outils.
voir si on ne peut pas simplifier, mais c'est vrai que simplifier c'est toujours compliqué, parce que chacun ne veut pas perdre voilà, son précaré, etc. etc. Évaluer, et ça c'est un mot aussi en France qui fait peur à tout le monde, hein, on ne sait pas évaluer, mais il faudra bien le faire un jour ou l'autre, y compris les CPTS, si certains fonctionnent bien, d'autres sont des puits à pognon, hein, disons-le clairement. Mais on a mis en place ces outils. Il faut les évaluer, peut-être leur donner des missions peut-être un peu plus précises. Je pense au CTS, hein, qui était quelque chose d'administratif jusqu'à un certain temps. Et avec la loi Valtou, on retrouvait une certaine... Et ça, c'est le Covid qui l'a permis. Nous, on parlait de parlement territorial sanitaire, hein, et c'est bien ça, aujourd'hui. Donc avec les élus, avec les forces vives et les acteurs sur un territoire donné, mais effectivement, c'est pas simplement un avis qu'il faut et que le directeur de l'ARS tienne compte ou pas. Il faut que ce soit véritablement des décisions qui doivent être prises en compte dans le cadre du plan de santé publique sur le territoire. Donc, il faut aller un peu plus loin encore aujourd'hui là-dessus. Et encore une fois de plus, je pense que cet élan vers cette démocratie et cette participation et cette co-construction, eh bien, évidemment, c'est la société civile organisée qui doit le porter. La représentation des usagers, par exemple à l'hôpital, vous savez, il y a les commissions des conflits avec les usagers ou autres. C'est des commissions des usagers. Bien établi. Bon, ça on l'accepte. Dans la tête des médecins, c'est plus compliqué, même à l'hôpital. Ah ouais, donc, installer un peu plus la représentation comme quelqu'un, comme un vrai partenaire, entre guillemets. Pas seulement qui donne son avis ou qui fait remonter les choses qui ne vont pas, puis après les autres qui décident. Non, il faut aussi qu'il participe à la décision. C'est ça. Comment on règle ce problème-là, entre guillemets. Donc, remonter les problèmes, ça, ils savent le faire. Participer à la décision dans la tête déjà des médecins, c'est déjà plus compliqué, et des administratifs. Et ce sont souvent, après, dans ces instances aussi, CTS ou autres, des avis consultatifs. Oui, c'est ça. On va les dire comme ça. C'est ça. Donc, il faut quand même aller plus loin, on le voit bien. Alors, en contrepartie, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est la formation, la compétence, la montée en compétence, et ça tombe bien, on est chez France Asso Santé, c'est aussi une mission. C'est notre défi, non? C'est ça aussi, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, ce qui a été créé, il faut le stabiliser et bien préciser les missions. La commission des usagers, il faut que cette commission des usagers ne soit pas là simplement pour évaluer si la soupe est chaude ou pas, mais bien être voilà, dans la co-construction. Et si la soupe est froide, eh bien comment on fait pour qu'elle soit un peu plus tiède à l'arrivée dans les chambres, etc., etc. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est comment nous, et ça nous revient à nous, société civile organisée, nous recrutons et nous formons des représentants ou des participants des usagers de la santé à pouvoir apporter effectivement cette compétence et cette pertinence-là. Et là, c'est un vrai défi aujourd'hui. C'est un vrai défi aujourd'hui. C'est comment effectivement on peut recruter des bénévoles, des militants, etc., les former pour qu'ils soient véritablement des acteurs. C'est une véritable, là aussi, transformation du rôle du milieu associatif qui jusqu'à présent a été voilà, sur un plaidoyer, sur dénoncer ce qui ne va pas bien, etc., etc. Voilà, rouspéter parce que la soupe est froide, ok. Mais maintenant, à nous, d'être en capacité de pouvoir porter des propositions pour que la soupe elle soit tiède. Donc c'est ça. C'est comment on recrute des gens, comment on les forme, comment effectivement l'institution ou notre démocratie reconnaît cet investissement-là, reconnaît effectivement ce militantisme et cet investissement. La structure est reconnue par les textes. On nous dit que nous sommes une institution, très bien. Donc maintenant, il faut reconnaître effectivement cet investissement-là. Comment on fait vivre cette démocratie en santé sans la transformer en un représentant salarié d'une autre structure? Ça fait tomber les feuilles du député. Donc comment on trouve l'équilibre? Parce qu'effectivement,
ces représentants-là, s'ils deviennent professionnels de la représentation, on a vu quelques exemples là, dans d'autres démocraties. Donc comment on reste dans cette indépendance-là, tout en étant quand même reconnu pour cet investissement à construire la démocratie en santé? Auprès du grand public d'abord. Il y a un moment, il faudra quand même communiquer là-dessus. C'est clair. Il faudra communiquer, mais il faut qu'aussi, j'allais dire, il faut que ce qu'on propose soit, entre guillemets, attractif, c'est-à-dire qu'en effet, ils doivent participer quelque part. S'ils sont là que pour témoigner, c'est limité. C'est ce qu'on vient de dire avant. Donc c'est vrai que quand on fera progresser, je pense qu'on pourra faire plus de communication en direction de tout le monde, de la population, pour que ça soit dans la tête des gens. C'est pas partagé partout encore. Hein. Voilà. Oui, ceux qui militent dans les associations, oui, les autres peut-être pas. Mais quand on aura des choses concrètes à leur dire et qui débouchent sur de vraies solutions, peut-être ça sera plus attractif et on pourra communiquer là-dessus. Deuxième chose, il faut essayer aussi d'avoir un recrutement donc plus large, entre guillemets, parce que c'est vrai que les actifs ne sont pas beaucoup représentés la plupart du temps. C'est des retraités, on va dans toutes les associations, on le retrouve dans le sport et partout. Et donc leur facilité aussi. Alors on a parlé évidemment d'abord de la montée en compétences, de porter donc de la formation, voilà. Et ensuite peut-être leur permettre avec plus de souplesse, une reconnaissance du statut ou autre. Alors c'est difficile, on ne peut pas tout prendre en charge pour le moment, mais en tout cas, je crois qu'il y a, moi j'ai essayé d'y réfléchir, quelques pistes déjà, et puis petit à petit, après ça se met en place. Il faut être... Moi, ma proposition de loi, c'était pas le grand soir, mais c'était une évolution. Voilà. Parce que c'est compliqué. Le grand soir, on peut le porter, il faut faire attention, parce que souvent on fait des bêtises dans ce cas-là, quoi. Mais une évolution progressive, et je crois que, moi je suis très confiant, je crois que petit à petit, les gens qui s'investiront là-dedans montreront leur utilité, j'en suis persuadé, comme ils l'ont déjà montré dans les associations. Oui, je pense que ça passe par le territoire. Je crois que quelques génères humaines comme nous, au niveau national, on en trouvera toujours. Mais cet investissement-là, me semble-t-il, doit passer par le territoire. On aime vivre chacun dans notre petit territoire, dans notre ville, dans notre village. Et si on arrive effectivement à, entre guillemets, recruter des gens pour se pencher sur l'amélioration de la vie sur le territoire, y compris dans le domaine de la santé, pas simplement d'ailleurs dans le domaine de la santé, on commence à reprendre un petit peu cette démocratie, cette participation citoyenne, et peut-être qu'on va reconstruire à partir de là. Mais effectivement, il faut que cet engagement-là, qui nécessite des formations, qui nécessite un peu de temps, soit reconnu par l'institution, par la société. Et comment on permet à un salarié de pouvoir consacrer 2 heures à une commission des usagers, à une formation, sans que pour cela, son employeur soit lésé. Et lui aussi, d'ailleurs, dans sa progression de son métier. Voilà, il y a quelques pistes. Moi, j'avais porté en son temps les sapeurs-pompiers bénévoles. Voilà, il y a cette piste-là. Il y a des choses sur lesquelles on peut s'inspirer. Il peut y avoir, alors c'est plus à la mode maintenant, mais il peut y avoir des crédits d'impôt, il peut y avoir des facilités. À un moment, on nous avait parlé d'une retraite à points. Alors je disais, ben voilà, le gars qui s'engage dans le militantisme, ben on pourrait lui donner quelques points de retraite de plus. Après tout, pourquoi pas? Il faut être innovant dans cette affaire-là. Ouais. Comment retrouver, comment dire aux gens qui vivent dans un pays, participer un petit peu à la vie de ce pays-là, y compris sur le système de santé, sur le système de soins, et ça vous permettra, voilà, c'est comme ça qu'on y arrivera. On a aussi un problème, alors il nous appartient à nous, c'est comment on restructure aussi le milieu associatif. Je pense que c'est bien qu'on accuse les autres de vieux, de périmés, de systèmes à transformer profondément. Je pense qu'en interne aussi, on devrait pouvoir nous aussi réfléchir à d'autres modèles de formation, de fonctionnement, de démocratie aussi interne. Je ne suis pas sûr que toutes les associations soient d'une grande démocratie dans leur fonctionnement. Voilà, il y a peut-être aussi à retravailler en interne sur comment aussi on est attractif.
Et on le voit bien, il y a des gens qui disent « mais moi je voudrais bien m'engager, mais je ne veux pas aller dans le milieu associatif parce que... » Il y a peut-être raison. Ben, il faut qu'on travaille aussi là-dessus, retrouver de l'attractivité dans le milieu associatif. Ouais. Je voulais dire un élément peut-être positif, c'est que de plus en plus les collectivités vont s'embarquer là-dedans. Et il faudra peut-être leur dire justement qu'il y a un vrai défi dans la représentation des usagers. Parce qu'ils ont quand même une force de frappe, entre guillemets, auprès de la population, qu'a pas le ministère, c'est une parole lointaine ou autre, mais petit à petit, il faudra bien qu'ils prennent en compte aussi le fait que cette représentation des usagers est très importante. Et les collectivités seront peut-être aussi un lien là-dessus. Tout à fait. Moi, je l'espère. Parce que, alors, c'est pas encore, on est qu'au début, hein, les collectivités, on l'a dit. Mais voilà, je pense qu'il y aura quelque chose. Le statut, il faut qu'on y réfléchisse. Il faut que ça soit assez économe parce que de toute façon, on va vers un système qui sera tendu financièrement. Voilà, c'est plus les années 70 où ça augmente. Je vous ai dit, on est déjà le 3e pays pour nos dépenses de santé. On a des murs de vieillissement très importants avec des besoins sur le vieillissement de la population. Voilà, on le sait, le grand âge ou autre. Donc, il faudra, entre guillemets, être inventif, à la fois économe. Mais c'est le vrai défi parce que, il le disait tout à fait au début, ça peut même être un vecteur de développement. Et notre président l'avait à un moment très bien senti en mettant en avant la tech dans la santé. Oui. Parce que c'est vraiment un continent qui s'ouvre devant nous. On le voit, les nouvelles thérapeutiques, c'est faramineux, même dans le diabète. On l'a vu, dans les cancers, il y a des choses extraordinaires. Et donc, ça peut être un maillon qui nous pousse aussi vers un certain développement économique ou autre. Et donc, il faut qu'on réfléchisse à tout ça. Et voilà, c'est très important. Donc, le statut, comment aussi la population le prendra, parce que ça sera un défi encore plus fort là, que nous avons devant nous, vraiment. Sur le recrutement, je trouve qu'il faut que nous réfléchissions, effectivement. Le législateur nous a encadré, parce que c'était là aussi, il fallait que ce soit cadré pour pas qu'il y ait trop de folie, les associations agréées du système de santé, donc un agrément, il faut montrer patte blanche, une certaine responsabilité, etc., etc. Ok, c'était très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudra pas qu'on aille un peu plus loin et qu'on ouvre des partenariats à d'autres structures qui ne sont pas spécifiquement dans le domaine de la santé, dans le soin, mais peut-être dans le domaine de la santé environnementale, la Croix-Rouge, et d'autres structures qui ont une action quand même sanitaire sur le territoire, vers lesquelles on pourrait s'ouvrir pour pouvoir peut-être, entre guillemets, recruter des représentants. C'est une réflexion qu'il nous faut. C'est très important ce qu'il vient de dire, parce que moi je viens d'un territoire, c'est un petit département. Et on voit qu'autour de la table, alors à tous les niveaux, ce sont toujours entre guillemets les mêmes associations qu'on retrouve. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas un panel très important d'associations. Donc le recrutement, c'est très important à penser, si on veut que ça fonctionne. Alors à Paris, vous trouverez toujours des associations nationales ou autres, très bien, parfait. On a bien dit que c'était sur le territoire, que c'était important. Et moi je vois bien, ça peut s'essouffler facilement. C'est toujours, entre guillemets, les mêmes personnes, donc avec tous les biais que ça peut avoir ou autre. Donc, le recrutement, ça sera quelque chose qu'il faudra repenser. Et donc, comment on facilite ce recrutement ? Par un statut meilleur, par de la communication, par plus d'efficience. Enfin, voilà, quoi. Il faut être assez imaginatif et travailler. Mais je retiens ce que vous dites. Je trouve que les élus locaux, le maire, a un rôle éminemment important à jouer. Et puisque aujourd'hui la santé est une véritable préoccupation citoyenne et leur préoccupation aussi, je pense que cette dynamique-là peut prendre et on peut alors trouver là un nouveau creuset de militantisme. C'est par là qu'on passera. C'est pas par 4 représentants au niveau national qui galoperont dans les couloirs du ministère de la Santé nationale qu'on arrivera véritablement à développer la démocratie en santé. Oui, il y a un creuset de bonne volonté, non mais on le voit bien. Alors c'est pour bon nombre de ces patients-là, ce sont des patients qui sont touchés par la maladie et qui n'ont pas eu la révélation, mais qui effectivement se disent à un moment donné,
Bon, personnellement, je sais de quoi je parle, et qu'à un moment donné, effectivement, il faut que je partage cette expérience de vie. Et que j'en fasse quelque chose de positif pour essayer d'aider les autres. Moi, je m'en suis plus ou moins sorti, peut-être que d'autres ont besoin de cette aide-là. Je pense que ça aussi, c'est pas d'opposer ce représentant des usagers qui est dans la loi bien établie, avec cette notion de patient partenaire qui travaille ou qui réfléchit avec des professionnels de santé pour améliorer l'organisation, l'écoute, la bienveillance dans des programmes d'accompagnement ou d'éducation thérapeutique. Je trouve que les choses vont de pair. Mais ça passe par, c'est quelque chose, c'est un défi qui est devant nous. C'est comment on arrive à avoir des relations, certes, peut-être un peu tendues ou de confrontation, mais des relations bienveillantes avec les professionnels de santé. Et je trouve que l'effort que l'on doit continuer à mener, particulièrement sur le territoire, mais aussi au niveau national, c'est comment on entretient des relations avec l'ensemble des représentations et des professionnels de santé en vue d'une co-construction gagnant-gagnante. On a encore trop cette tendance à se confronter, à se négliger. On le voit bien, hein, les relations qu'on peut avoir avec quelques syndicats qui sont quand même assez musclés. La première partie, moi je voudrais rebondir sur ce qu'il a dit parce que je crois que la formation nous permettra de passer le cap du représentant qui soit le militant que de sa propre cause, si j'ose dire. Et grâce à la formation, il aura une vision plus large du système de santé et de ce qu'il doit faire. Alors c'est bien d'avoir des gens qui viennent, c'est comme ça qu'on les recrutera aussi. Il ne faut pas se faire d'illusions, dans les associations c'est souvent comme ça. Mais justement, la formation et la confrontation avec le reste du système doit le permettre justement de sortir un peu de ce simple travers. Il faut qu'il soit évidemment aussi concerné ou autre, mais je pense que la formation, et c'est là où c'est important, hein, le rôle aussi de France Santé, c'est de la formation aussi, donc c'est important, c'est d'avoir une vision plus large qui permet de pousser la réflexion et de vraiment avoir un service rendu à la population qui n'est pas simplement sur un élément pointu d'une pathologie ou autre. Donc il a tout à fait raison. Je crois qu'on va être confronté quelque part à un système qui est un peu à bout de souffle, on l'a déjà dit au départ. Soyons optimistes, il y a des bonnes volontés, il y a des gens qui sont mobilisés, il y a des associations déjà en place. Il y a eu cette loi Kouchner qui était une prise de conscience, donc quand même au niveau ministériel, gouvernemental. Petit à petit, il faudra bien y venir. Voilà, c'est ce que je me dis. Et de toute façon, notre système est obligé maintenant de tenir compte. Il ne pourra pas se faire contre l'avis de la population, il peut se faire qu'avec. La santé, c'est quelque chose de fédérateur. Quelque chose qui peut vraiment porter un élan, quoi, il me semble, là-dessus. Oui, alors qu'on s'interroge sur le modèle de société qu'on aura demain, on voit bien, hein, cet individualisme, ces tensions qu'il peut y avoir, la société devenue violente, etc., etc. C'est le constat qu'on peut tout faire. Je trouve qu'effectivement, le mode de société qui a été bâti en 1945 et sur lequel encore nous reposons, le fondamental, c'est quand même le système de santé, protection sociale et santé. Et que cette santé peut être, ce soin, cette santé peut être aussi régénérer cette volonté. C'est pour ça qu'on a beaucoup insisté sur comment travailler sur les territoires. Comment faire que les gens, sur leur lieu de vie, puissent être des participatifs et ce sujet ne fait pas débat. Il n'y a pas d'opposition. Tout le monde veut son médecin, veut avoir une réponse à son état de santé, à son mal, etc. On peut toujours se chamailler sur d'autres sujets, mais sur celui-là, tout le monde est d'accord. Alors comment on pourrait retrouver cette dynamique de travailler ensemble, de construire ensemble, en repartant sur un système de santé, sur de la prévention. Et franchement, je trouve qu'on dépasse 12% de notre PIB, on n'est pas un pays si pauvre que ça. Je pense qu'avec 12% du PIB, on doit pouvoir certainement être un peu plus efficient que ce que l'on est aujourd'hui. Mais il y a quand même une certaine urgence à engager les vraies réformes. La démocratie, c'est ça, c'est discuter, c'est de se mettre d'accord, entre guillemets. On a tous des visions peut-être un peu différentes, mais à un moment, on doit pouvoir discuter, se retrouver
pour aller vers un but qui est pour la santé. Alors, la santé au sens large, il a raison. Hein, Oui. c'est pas seulement le soin. Non, non. Voilà. Maintenant, de plus en plus, c'est la santé globale. Voilà. C'est ce que nous respirons, ce que nous mangeons, notre activité physique, etc., etc. Donc, on voit bien qu'on est tributaire de tout ce qui est environnemental et il faut le prendre en compte.